D'être présente et présent. On va passer deux petites heures ensemble et on va travailler ensemble, réfléchir ensemble, imaginer ensemble la Seine-Maritime à l'horizon 2020. C'est la 7e réunion, je crois, hein, c'est ça, 7e réunion. Demain, c'est notre 8e et dernière réunion, elle aura lieu à Rouen. Donc on a déjà fait un beau parcours à l'intérieur de la Seine-Maritime où on a eu dans les réunions à chaque fois une centaine de personnes. Aujourd'hui, peut-être est-ce la date, est-ce la canicule d'hier? En tout cas, on est un peu moins nombreux, mais je pense qu'on va passer un bon temps et un temps utile ensemble, même si nous ne sommes pas aussi nombreux que nous l'attendions. Voilà. Donc le thème de cette soirée, c'est de réfléchir avec le Conseil général sur la Seine-Maritime à l'horizon 2020. Je vais tout de suite donner la parole à un de vos élus, qui vous dira le sens de cette démarche, parce que ces réunions s'inscrivent dans une démarche plus complète. Et puis ensuite, je vous dirai comment on va fonctionner ce soir. Bonsoir à tous. Donc je suis Bruno Berteuil, je suis en charge du projet de territoire. Permettez-moi tout d'abord d'excuser le président Marie qui est retenu, puisque nous sommes en ce moment même en séance plénière au département, et d'excuser aussi Nicolas Bossard qui est retenu, m'a-t-il dit, à la conseil communautaire. Voilà. Mais il nous rejoindra ici en cours de réunion pour être parmi vous. Donc oui, quelques mots pour présenter un peu le projet. Il s'agit à l'origine d'une délibération que nous avons votée en décembre dernier, votée à l'unanimité, dans laquelle nous fixions la volonté de construire un projet de territoire qui soit un projet partagé, qui soit un projet construit. Ah oui, je peux parler comme ça, en fait, avec tout le monde m'entend. Qui soit un projet construit par tous donc il s'agissait le projet de territoire, il ne s'agit pas uniquement d'imaginer les actions du département, mais d'aller au-delà, d'imaginer complètement la forme que le territoire... J'arrête, excusez-moi, je change de nom, mais je vais prendre un micro qui... Imaginer le territoire, l'ensemble du territoire séno-marin à l'horizon 2020. C'est-à-dire de comprendre, enfin d'essayer d'ouvrir des pistes, de comprendre ce qui est possible d'imaginer, d'ouvrir des voies. Voilà. En quelques mots, la démarche elle a pris trois temps. 3 temps ont été prévus. Un premier temps qui est celui dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui s'achève en gros demain avec la réunion de Rouen. C'est un temps de concertation, un temps de réunion, un temps où nous avons commencé par les agents du département qui ont donné leurs avis, parce qu'il était aussi important de voir comment eux imaginaient l'évolution de notre territoire. C'est un temps aussi de concertation très large avec un questionnaire. Peut-être certains d'entre vous l'ont-ils rempli, et je vous invite à le remplir. Ce sont d'ores et déjà, je crois, plus de 7000 questionnaires qui ont été renvoyés au département. C'est des questionnaires que vous avez trouvés dans le journal du département, dans le magazine du Seine-Maritime, mais aussi sur le site internet dont les références sont données dans les documents qui sont sur vos tables. Après cette phase de concertation, nous avons une phase d'élaboration de la stratégie. C'est en fonction des éléments qui sont revenus, une phase d'élaboration des éléments de stratégie que l'on va faire bien évidemment aussi avec les maires par exemple, puisque nous les recevrons au Zénith comme nous le faisons traditionnellement, ça sera le 10 septembre, mais aussi avec vous, puisque nous avons prévu un temps de retour vers l'ensemble des séno-marins qui ont participé à ces réunions, et ce sera dans fin septembre, début octobre, et puis en octobre aussi des réunions thématiques avec à la fois des experts, mais aussi des praticiens, des acteurs de la vie associative, des acteurs du territoire, qui pourront échanger leurs pratiques autour de 4 thématiques qui sont en cours de définition. Et puis nous terminerons en fait cette année 2012, un an après avoir délibéré autour du lancement de la démarche, par un vote en assemblée plénière où nous aurons à voter les grandes actions qui seront déterminées, qui seront à ce moment-là la 3e phase, c'est la déclinaison technique, pratique des actions dans le premier semestre 2012. Voilà en 2 mots les axes. Alors j'ai qu'une seule chose à vous dire, imaginez des choses. Vous allez voir que la démarche est tout à fait innovante, tout à fait intéressante, et elle permet à tous de s'exprimer plus facilement peut-être qu'on le ferait dans une grande réunion où on serait en randonnion, mais là véritablement en cercle vous pourrez vous exprimer
exprimé, une démarche tout à fait innovante où véritablement c'est l'imagination. Alors l'imagination est-elle au pouvoir, c'est une autre chose à voir, mais c'est important parce qu'on construit le futur ensemble et justement c'est dans cette construction commune que cette démarche trouve son intérêt, elle trouve aussi sa richesse et son innovation. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec vos animateurs qui vont vous présenter les différentes étapes de la soirée. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de parler, on prend le micro quand même. On va vous demander dans 20 minutes à peu près, après que deux de mes collègues vous aient présenté un certain nombre de questions que l'on peut se poser à partir de l'analyse de la situation actuelle de la Seine-Maritime, mais aussi de grandes tendances qu'on voit en France ou à travers le monde, vont vous présenter un certain nombre de questions que l'on est en droit de se poser sur l'évolution et l'avenir de la Seine-Maritime. Et puis ensuite, on va vous demander de réfléchir entre vous, aux tables. Alors, vous ne connaissez pas forcément, vous connaissez peut-être un peu, non? Vous pourrez en tout cas profiter des premières minutes de travail ensemble pour vous présenter. Et puis, on vous demandera de réfléchir à quels sont selon vous les 3-4 sujets qui vous paraissent importants pour 2020. Voilà, on a l'échéance, c'est 2020-2025. Simplement, cet espace-temps là, de 10 ans ou de 15 ans, ça nous paraît à la fois énorme, 10-15 ans, et des fois très court. Juste un petit test qui utilisait quotidiennement Internet il y a 10 ans. Non? Non? Qui? Voilà, madame, monsieur, vous utilisez Internet il y a 10 ans? Et qui aujourd'hui utilise Internet? Toujours pas. Mais quand même pas mal. Le téléphone portable. Oui, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ah, il y a 10 ans. Ah, il y a 10 ans, oui. Déjà. 10 ans, oui. Et aujourd'hui, vous êtes très nombreux à l'utiliser. Si on prend qui allait dans des magasins bio il y a 10 ans, ou aller dans le rayon bio d'un magasin qui ne fait pas que du bio. Madame, voilà. Et qui aujourd'hui va de temps en temps dans un magasin bio ou prend des produits bio dans les supermarchés ou hypermarchés. Qui y va? Un peu plus. Et qui va au marché au marché, pas bio, au marché. C'est bien. Moi j'adore les marchés, je suis comme vous, c'est bien, il s'y passe des choses agréables. Sur d'autres registres, alors des panneaux photovoltaïques sur les toits d'une maison ou d'une mairie, vous en avez? Ça vous en avez depuis longtemps? Ah, vous vérifiez. C'est votre mémoire? Ah d'accord, 3-4 ans. Madame aussi? 1 an, et c'est sur votre domicile? D'accord. Et vous avez maturé longtemps le choix ou... Chez vous, c'est tout photovoltaïque, plutôt récupération d'eau, pompe à chaleur. D'accord, c'est la totale. D'accord, c'est cohérent en tout cas. Ok. Et est-ce que d'autres ont aussi du photovoltaïque chez eux? Oui. Et pareil, c'est depuis longtemps? 2010, donc c'est récent. Et un peu comme madame, vous avez aussi d'autres choses, genre récupération d'eau, genre... ou juste... c'est juste des panneaux pour le chauffe-eau, les choses comme ça? L'ensemble de l'électricité. Ok. Donc on voit quand même qu'il y a des évolutions qui sont sur 10 ans. On l'a vu sur Internet, sur le téléphone, mais aussi sur le photovoltaïque. Il y a des évolutions qui se passent rapidement. Et donc ce qu'on va vous demander tout à l'heure, c'est pas de vous dire éventuellement qu'est-ce qui va se passer dans le prolongement de ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer et qu'est-ce qui serait souhaitable et qu'est-ce qui serait, à l'inverse, redoutable dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc on va vous demander de réfléchir à ça. On vous donnera une petite technique pour pouvoir réfléchir entre vous, puis ensuite pour partager nos réflexions.
Mais avant ça, et avant de leur donner la parole, on a demandé à un certain nombre de Sénomarins, qu'on va voir ici, de dire eux comment ils voient la Seine-Maritime en 2020. Donc, je propose qu'on les écoute, et pas trop fort. Il faudrait plus de crèches collectives et de crèches d'entreprise. Plus de contacts entre voisins. Faciliter l'accès au logement. Renforcer les liens entre générations. Il faudrait maintenir les personnes âgées à domicile. Changer le regard de la société sur le handicap. Il faudrait rendre les lieux publics plus accessibles. Il faudrait aussi avoir plus de médecins en milieu rural. On pourrait créer une journée des associations. Ça serait bien que les centres-villes soient piétonniers. Plus de pistes cyclables. Maintenir des services publics de proximité. Internet à très haut débit partout. Valoriser le commerce de proximité et également l'artisanat. Aider les entreprises innovantes. Développer les aides à l'embauche. Promouvoir la pêche et l'agriculture. Concilier environnement et activité économique. Mettre en valeur les falaises d'Étretat. Développer les énergies renouvelables. Utiliser la biomasse ou le photovoltaïque. Réduire la consommation en eau. Lutter contre les inondations. Être plus respectueux de l'environnement. Réduire les déchets à la source. Des actions pédagogiques vers les enfants. Prolonger l'avenue verte. Développer le covoiturage. Organiser un grand festival rock. Soutenir la création artistique. Faire rentrer l'art à l'école. Faire des fêtes autour de la Seine. Valoriser le sport amateur. Moderniser l'équipement sportif. Attirer des compétitions sportives importantes. Solidaire. Dynamique. Attractive. Impertinente. Intelligente. Innovante. Curieuse. Moderne. Active. Alors, voilà. Donc ça, c'est la vision qu'ont un certain nombre de Sénomarins de ce qu'il faudrait faire, ce qui serait utile, positif. Ce qu'on a vu déjà en faisant ce petit échange, c'est que la Seine-Maritime de 2020, un certain nombre d'entre vous, d'une certaine manière, par vos choix individuels, vous la fabriquez. Quand vous faites une maison avec du photovoltaïque, ben, vous fabriquez une certaine Seine-Maritime, comme vous, quand vous choisissez de mettre du photovoltaïque chez vous, ben, vous contribuez à ce que la Seine-Maritime elle évolue dans un certain sens. Alors, on va demander à Jacques et Emmanuel de vous présenter. Alors, il y a quelques supports visuels, mais comme on est dans une configuration relativement intime, on va le faire de manière plus proche. Vous dire sur un certain nombre de thèmes quelles sont les questions qu'on peut se poser ou les interrogations qu'on peut avoir sur l'évolution de la Seine-Maritime. Alors, Emmanuel. Oui, alors tout d'abord bonsoir à toutes et à tous. Merci aussi évidemment d'être là avec nous ce soir. On va vous présenter, donc comme le disait Jean-Pierre, quelques tendances, quelques éléments, quelques questionnements, quelques enjeux auxquels la Seine-Maritime est confrontée, soit par rapport à ses propres spécificités, mais aussi par rapport à des enjeux qui dépassent largement le cadre même du territoire de la Seine-Maritime et qui sont des enjeux nationaux, voire internationaux, en fait des enjeux auxquels on est confronté à partir du moment où on est sur notre petite planète ronde. On l'a fait autour de 4 thématiques qui sont un peu les thématiques autour desquelles on a travaillé, on a un peu structuré la réflexion. Première thématique autour du vivre ensemble. Seconde thématique autour des ressources, la question des ressources, la question ensuite de l'attractivité, du rayonnement, du développement économique. Et puis aussi une question importante qui est celle de la place des habitants, des associations dans la vie d'aujourd'hui, comment on peut un peu imaginer peut-être de nouvelles formes, en tout cas de participation des uns et des autres à la vie publique. Vous avez quelques éléments de synthèse dont certaines choses vont vous être présentées tout à l'heure dans le petit document de 6 pages qui est sur vos tables. Vous pourrez évidemment l'emporter, vous avez le droit, c'est pour vous. Et si ça vous intéresse d'aller encore plus loin que ces quelques éléments, puisqu'évidemment il s'agit là d'une synthèse, vous pouvez aller sur le site internet du département et vous aurez là
un peu ce qu'on appelle un diagnostic complet dans un document beaucoup plus important qui fait 70-80 pages, où vous aurez en fait ces éléments-là, mais de manière beaucoup plus détaillée. Voilà. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, s'il y a quelques thèmes qui vous intéressent, vous pourrez trouver ces éléments sur le site internet. Alors le premier thème, quel vivre ensemble pour 2020, on a quelques questions qui se posent à nous et par rapport à des tendances, en tout cas, et aussi des constats. Tout d'abord, la question du logement est une question extrêmement importante, parce que pour pouvoir vivre, il faut pouvoir se loger, c'est un peu un préalable. Aujourd'hui, en Seine-Maritime, sur les dernières années, on est à peu près sur une production annuelle de 5000 logements. Il y a 5000 logements qui se créent. Or, en fait, même pourtant ces 5000 logements, c'est quand même conséquent, mais ça ne suffit pas à satisfaire la demande. C'est-à-dire que par rapport aux besoins aujourd'hui enregistrés en termes de demande de logement, à la fois quantitativement, mais aussi qualitativement, parce que derrière la question de la production de logement, c'est la question de quel type de logement, pour quel type de population, et donc prévoir qu'à chaque étape de la vie, quand on quitte le domicile familial pour prendre un peu son autonomie, quand après on passe en couple, on a des enfants, on vieillit, enfin à chaque fois, ce sont des types de logements qui sont particuliers et qu'il faut adapter. Avec aussi quelques enjeux, et ça a été abordé tout à l'heure dans les questions que Jean-Pierre évoquait, c'est la question énergétique. Aujourd'hui, on ne peut plus penser logement sans le lier à la question de l'énergie, à la question du chauffage, parce que c'est quelque chose qui coûte de plus en plus cher. C'est consommateur aussi de ressources, on l'évoquera dans le chapitre sur les ressources, mais d'un point de vue presque social aussi, apparaît aujourd'hui quelque chose qu'on ne connaissait pas, et enfin beaucoup moins vraiment il y a quelques années, c'est la question de la précarité énergétique. Pour un certain nombre de familles, le coût uniquement énergie pour se chauffer, c'est 10% de l'ensemble des revenus d'un ménage. Donc ce qui est quand même devenu quelque chose de très, très conséquent. Et puis un autre point qu'il faut lier à la question des logements, et là ça concerne aussi la question de l'aménagement du territoire, c'est la question des transports. C'est-à-dire comment permettre justement de pouvoir effectivement se loger un peu partout sur le territoire de Seine-Maritime. Et c'est bien de pouvoir se loger, il faut pouvoir aussi être mobile, c'est-à-dire aller à son logement, aller à son travail. Les lieux de travail changent, on change de job plusieurs fois dans sa vie. Donc il faut avoir cette mobilité, donc ça renvoie à la question du transport. Et la question effectivement du vieillissement, alors il faut parfois elle est présentée de manière négative, mais il faut en fait la prendre évidemment de manière positive. Tout d'abord, la première satisfaction, c'est de constater que sur les 20 dernières années, chaque année, on gagne 3 mois d'espérance de vie. 3 mois d'espérance de vie. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Donc on vit plus longtemps. Évidemment, l'enjeu, c'est de vivre bien plus longtemps. Donc ça pose la question de la santé, de l'offre de santé, et puis la question aussi évidemment des revenus, et ça renvoie aussi à la question qu'on évoquait tout à l'heure. Donc voilà, il faut arriver à répondre à ça, et ça pose un autre enjeu important dans la question justement du vivre ensemble, c'est que aujourd'hui il est quand même assez fréquent d'être à 4 générations, dans une même famille. Avec l'allongement de la durée de vie, on passera très prochainement, ça pourra monter très vite, si on fait des enfants en moyenne à l'âge de 18 ans, on pourra aller à... Ça recule, c'est vrai. Mais bon, voilà, mais parfois ça tient la moyenne, et on pourrait arriver à 7 générations. En tout cas, on va vivre ensemble... Au moins 5 ou 6. Au moins 5 ou 6. Et c'est vrai que comment on va vivre ensemble ? Comment on va vivre ensemble dans les activités, socialement, par rapport aux problématiques de logement, sont autant de questions qui animent en fait le territoire. Deux autres questions, deux dernières questions sur cette thématique du vivre ensemble. La question de la santé, déjà un petit peu abordée aujourd'hui, mais alors qui est un véritable enjeu auquel on est confronté, en particulier en milieu rural, même si déjà en milieu urbain on souffre aussi d'un manque parfois de professionnels de santé. On constate aujourd'hui un vrai déficit sur les professionnels de santé, à la fois parce qu'on a un vieillissement de la population, donc des professionnels de santé eux-mêmes. Les médecins vieillissent comme tout le monde, et on a ce problème de renouvellement. Et donc parfois on a des territoires pour lesquels il est extrêmement compliqué de trouver une offre de santé à proximité, et ça oblige à des déplacements, et ça conduit aussi parfois des gens à ne pas s'installer sur tel ou tel territoire parce qu'il n'y a pas les services qui vont avec.
Donc ça, c'est un premier point. Autre point aussi, c'est dans les évolutions de la vie familiale. Toute la question, par exemple, de la garde des enfants, hein, la question de la petite enfance, avec les horaires aujourd'hui qui sont très développés, enfin dans leur diversité. Donc on peut prendre très tôt son travail, on peut finir tard, on peut avoir des horaires qui tournent. Comment aujourd'hui les modes de garde sont organisés pour pouvoir répondre aux évolutions aussi de la société. Et puis le dernier point, c'est la question de la précarité et de l'exclusion. On a une augmentation du nombre de ménages pauvres. On est dans une situation économique qui ne s'améliore pas comme ça du jour au lendemain. La crise est toujours là et on a un certain nombre de nos concitoyens qui sont sur le bord du chemin. Donc comment on peut travailler du point de vue de l'insertion sociale, mais aussi économique, professionnelle, pour permettre d'éviter et de laisser un certain nombre de nos concitoyens au bord du chemin. Donc comment à la fois les autorités publiques, les collectivités locales peuvent travailler, mais aussi, et là on a beaucoup d'acteurs dans le milieu associatif qui travaillent sur la question de l'insertion. Donc là encore c'est un enjeu pour demain, comment on peut faire pour mieux vivre tous ensemble. Alors, on s'était promis d'essayer de ne pas être trop long, mais comme vous êtes peu nombreux, on a envie de vous parler un peu plus précisément, mais donc on va essayer de se retenir. Donc Jacques lui va aborder c'est juste un petit message pour mon collègue. Je vais passer la parole à Jacques qui lui va plutôt parler d'attractivité du territoire, de rayonnement de la Seine-Maritime. Bonsoir et merci aussi d'être présent et puis de nous accueillir. Je vais faire plus court qu'Emmanuel. Je fais toujours plus court qu'Emmanuel parce que j'arrive en deuxième et à chaque fois on me dit il faut faire plus court, donc je vais faire plus court. Donc le deuxième sujet sur les quatre, c'est la question effectivement de l'attractivité. Pourquoi on se pose la question de faut-il ou pas être attractif dans le département? En fait, cette question elle se pose pour quatre raisons. La première, c'est que on sait que les métiers de demain, de 2020, hein, c'est quand même l'année, l'horizon sur lequel on réfléchit. Les métiers évoluent énormément, les besoins dans les entreprises évoluent. Vous avez un chiffre qui vous indique derrière moi qu'il y a une grande partie des emplois verts qui se développent en ce moment qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans. Il va en être un peu de la même façon sur d'autres emplois. Donc la première question, c'est effectivement, finalement, quelles sont les économies de demain, les économies au sens quel type d'entreprise, quelles filières économiques, etc. Et on sait que comme la Seine-Maritime est un département qui est assez bien positionné aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs, la chimie, le pétrole, l'automobile, la production énergétique. Donc, mais dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être que ces filières économiques auront eu à réagir ou en tout cas à anticiper un certain nombre de mutations. Donc la question de l'attractivité, c'est aussi la question des filières économiques de demain. La question de l'attractivité, c'est aussi l'attractivité démographique, parce que pour assurer un développement et un équilibre dans le territoire, on a besoin d'une pyramide des âges, d'une diversité de population, d'un renouvellement des jeunes actifs sur le territoire. Or, on sait que la Seine-Maritime ne fait pas partie des départements les plus attractifs. On est plutôt dans un département qui attire peu de population. Et donc, il y a un vrai enjeu à se dire finalement, est-ce que notre modèle de vie, notre modèle de développement, il est tenable si on n'accueille pas plus de jeunes, si on ne garde pas plus de jeunes sur notre territoire? Donc, il y a une question autour de comment être attractif d'un point de vue démographique. Le troisième sujet concerne la question du transport qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, puis la question du transit et du développement du territoire par rapport à ces questions-là. C'est vrai qu'on est un département littoral, un département de façade, et qu'une partie du développement économique sur le territoire s'est fait grâce en fait à cet avantage naturel qui était la proximité de l'océan. Mais on peut aussi se poser la question de comment on fait pour valoriser et éviter d'être simplement un département de transit ou de passage pour un certain nombre de... Oui, qui voit passer les camions, les trains ou les barges avec des containers dessus. Voilà. Et vous le verrez, je suis sûr que dans vos discussions, vous allez aussi vous poser cette question. Et là, le dernier thème concerne plutôt l'attractivité du point de vue de l'organisation interne au territoire. On parlait tout à l'heure avec Emmanuel de l'aménagement du territoire, de l'équilibre entre la ville, la campagne, les bourgs, l'armature urbaine. Donc cette question de l'aménagement du territoire et de son occupation spatiale est aussi une question qui est en
en suspens par rapport aux 10 années qui viennent. Vous avez un chiffre qui est derrière moi également et qui vous montre que la consommation de l'espace a beaucoup augmenté. En France, ces 20-30 dernières années, on a à peu près consommé tous les 10 ans l'équivalent d'un département français en moyenne. C'est-à-dire qu'on a transformé des espaces naturels ou agricoles en espaces artificialisés par les villes, les routes, etc. Donc il y a aussi ce modèle, cette réflexion sur le modèle de demain, et ça fait partie aussi de l'attractivité. Aujourd'hui, il y a des territoires qui se positionnent en termes stratégiques pour essayer de dire finalement l'attractivité, ça vient aussi de la qualité et de l'organisation du territoire et de l'équipement de son aménagement. Alors on va faire tout de suite une transition avec un autre sujet qui est les ressources du territoire, le cadre de vie. Et donc là, on va rentrer par exemple sur des sujets de ressources naturelles. Oui, dans le développement, on est évidemment obligé aujourd'hui de tenir compte justement de cette capacité des ressources. Elles ne sont pas infinies. On le vit régulièrement et de plus en plus, par exemple, avec la question de l'eau. L'eau, voilà, alors on a tellement l'habitude, on ouvre le robinet, ça coule. C'est magique. Mais oui, mais bon, voilà, il faut quand même y penser. C'est de plus en plus source de tension. Ça l'est au niveau international. Il y a même des guerres à cause de l'eau. On n'est pas là ici en France, mais en France, on a des vrais problèmes de conflit d'usage entre utilisateurs de l'eau et donc aussi de niveau de consommation. Donc l'enjeu des ressources est important. Il est important, alors, sur la question de l'agriculture, il est fondamental. Pourquoi ? Parce que dans toute notre réflexion, il ne faut pas oublier que même si on vit ici, on vit, je le disais tout à l'heure, sur une planète, sur une Terre, et sur cette Terre, d'ici 2050, c'est 9 milliards d'habitants, 2 milliards supplémentaires. Et ces gens-là, et c'est normal, il faut qu'ils mangent. Voilà. Et déjà, aujourd'hui, alors même qu'on n'est pas 9 milliards, on a un certain nombre de gens qui ne mangent pas à leur faim et qui meurent effectivement pour cause de famine. Donc la question de la capacité de la planète, de tous les pays, à faire de l'agriculture qu'on appelle l'agriculture vivrière, qui permet la production alimentaire, et pouvoir après permettre effectivement aux gens de se nourrir, est quelque chose de fondamental. Or, quand on se rend compte que nous, en France, on consomme effectivement l'équivalent du département de l'Eure tous les 10 ans, pour reconstruire un certain nombre de choses, ça doit forcément nous réinterroger sur nos modes de développement. Il ne s'agit pas d'arrêter le développement, mais comment on peut se développer autrement en essayant d'être plus respectueux des ressources parce qu'elles ne sont pas infinies. C'est la même question aussi pour la pêche. Alors on entend souvent beaucoup de débats par rapport à la réglementation, parce qu'on sait qu'il y a des espèces qui sont aussi en voie de disparition. C'est un secteur qui est compliqué, qui est difficile, il y a une forte concurrence, il y a des vrais enjeux de modernisation. Il faut soutenir évidemment toutes ces activités qui sont non seulement des activités économiques, mais qui nous permettent à tous de vivre. Et de manière générale, la question effectivement de l'environnement, de la préservation des paysages, des espèces, etc., est quelque chose qu'il faut là encore prendre en compte dans nos modes de développement, à la fois des communes, des zones d'activité, la manière de se déplacer. On doit toujours avoir en toile de fond ces enjeux-là pour construire des modes de développement qui puissent être différents. Dernier point. La ZAPET ne marche plus. Bon. Voilà, la ZAPET remarche. Alors, question d'énergie. Lié effectivement aussi à la question des ressources et à la question de l'énergie, ça a été évoqué tout à l'heure avec l'apparition effectivement d'un certain nombre d'énergies alternatives et aussi tout ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Un chiffre qui est clair un petit peu. En 1900, il y avait 8000 voitures dans le monde. En 1900, 8000. En 2000, on passe à 800 millions. Et en 2030, on passera à 1,6 milliard. En 30 ans, on double. Et on double, on passe de 800 millions à 1,6 milliard. Aujourd'hui, et pas 1,6 milliard, à 800 millions, ça prend 55% de la production pétrolière. 55%. Le reste, les 45% restants, sert au chauffage et à fabriquer un certain nombre de matériaux dont on se sert au quotidien. Donc si demain, on n'arrive pas soit à réduire la consommation des moteurs thermiques ou à trouver d'autres formes alternatives, de toute façon, la quantité disponible de pétrole ne suffira même pas à satisfaire la consommation des voitures et en même temps empêcherait le chauffage et empêcherait la construction, en tout cas l'élaboration d'un certain nombre d'autres matériaux. Donc on n'a pas le choix, il faut qu'on arrive à penser différemment la question énergétique, à la prendre en compte et à voir comment on peut effectivement
trouver d'autres formes d'énergie. Alors, dernier point qui paraît peu lié, qui est comment, dans notre développement, la culture et les loisirs, ça peut être une source de développement. Alors, la culture et les loisirs, c'est, tout à l'heure, quelqu'un le disait dans le petit reportage, valoriser les falaises d'Étretat, c'est le Havre aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a déjà dans nos ressources des ressources culturelles liées aux propres spécificités caractéristiques de la Seine-Maritime qui sont à mettre en avant. Mais surtout, le véritable enjeu, et ça se relie à ce qu'évoquait Jacques tout à l'heure, sur la question de l'attractivité. On n'attire pas des gens, on n'attire pas des jeunes, on n'attire pas des ménages, si on n'a pas à côté, évidemment, d'une offre d'emploi, d'une offre de logement, une offre aussi éducative, mais aussi une offre culturelle et une offre de loisirs. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de temps libre, les gens ont envie aussi de s'épanouir et de pouvoir pratiquer un certain nombre d'activités culturelles ou d'activités de loisirs. Et donc, l'existence, le développement de cette offre-là est un point important, non seulement pour l'épanouissement des gens qui sont présents, mais aussi dans la capacité à attirer de la population. Donc, il faut là encore prendre en compte aussi ces deux enjeux-là. Dernier point, on va parler du rôle des citoyens, des associations dans la vie publique. Donc c'est effectivement la dernière question qui se pose, c'est finalement quelle pourrait être en 2020 la place des uns et des autres dans la définition et l'action publique et la vie au quotidien ensemble autour de la table. Donc on boucle un peu ce qu'on se disait tout à l'heure en introduction. En fait, quand on regarde les chiffres et les analyses et les tendances un peu sociologiques qui ne sont pas spécifiques à la Seine-Maritime, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est un peu dans une position presque schizophrène tous autant qu'on est, c'est-à-dire que quand on y réfléchit, on se dit qu'il faut qu'on soit plus citoyen, plus actif, plus participatif, plus collectif. Et quand on regarde et qu'on observe les statistiques, en fait, c'est le contraire qu'on observe. Enfin, c'est le contraire. On observe beaucoup de stratégies de comportement individualiste, en fait, ou individuel. Et donc, du coup, c'est cette question un petit peu du contraste qui est posée. Et il y a un vrai enjeu à se dire, en 2020, comment on fait pour nos enfants, comment on les éduque pour que, effectivement, et comment nous, on évolue pour devenir des habitants actifs. Et la question du coup qui arrive tout de suite derrière, c'est la question des associations, et qui est un révélateur, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation très importante du nombre d'associations qui sont créées, mais en fait elles regroupent moins de monde qu'avant. Et puis beaucoup d'associations rencontrent des difficultés en termes de mobilisation du bénévolat. Donc en fait on a aussi cette illustration et le rôle, or on sait bien que les associations jouent un rôle très important aujourd'hui dans le ciment social, dans le ciment économique, il ne faut jamais oublier, vous regarderez les chiffres, que 8,5% des emplois salariés du département sont des emplois qui sont liés au travail, qui sont des employés d'associations, de structures d'économie sociale et solidaire. Et la dernière question, parce que je vois que Jean-Pierre me fait les gros yeux. Oh non. Mais c'est pas moi qui ai parlé le plus, hein. Enfin moi je veux pas dénoncer. Et donc la dernière question, mais qui est sérieuse, hein, c'est la question. Il n'y a plus de solidarité. Il l'a prouvé tout à l'heure. On a dit qu'on était individualiste, donc je ne vais pas me solidariser avec toi. Non, et la dernière question est une question sérieuse, qui est la question de comment on gère le temps. Emmanuel en parlait tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, tout le monde court. Enfin, on a des gens qui courent après le temps, et on a des gens qui ont beaucoup de temps. On a des rythmes de travail et des rythmes d'organisation dans la journée qui sont très différents. Quand on regarde le temps qu'on passe dans un métier, on est à peu près, le département c'est à peu près la normalité, on change 4,1 fois d'emploi dans sa vie en Seine-Maritime. Quand on regarde les statistiques, on est à peu près dans le niveau national. Mais en même temps, à l'intérieur, il y a énormément de diversité, de situations très contrastées. Donc la question du temps, et je ne parle pas en plus de l'égalité entre les hommes et les femmes sur un certain nombre de tâches que les uns et les autres, bien sûr, ici dans cette salle, partagent, mais dont on sait bien que les statistiques nationales montrent qu'il y a quand même un problème sur le partage. Bref, tout ça, la question de la gestion du temps, en fait, aujourd'hui, c'est un sujet qui préoccupe les pouvoirs publics et les politiques publiques parce qu'il faut aussi organiser cet aspect-là. Vous avez peut-être entendu parler du bureau des temps qui est aussi réfléchi à gérer cette action. Voilà, donc c'est 3 questions pour quelle place demain du citoyen dans le territoire séno-marin en 2020-2025. Merci. Eh bien, merci. Donc voilà, là, on vous a campé le décor, et maintenant, ça va être à vous de réfléchir entre vous. Alors, une petite transition sur le temps, c'est que, moi en tout cas c'est une impression personnelle que j'ai de temps en temps, c'est qu'on a l'impression que tout va vite, et qu'à la rigueur on ne maîtrise pas grand-chose. Bon.
on reconnaît peut-être une situation, croyez maîtriser, on ne maîtrise pas vraiment grand-chose. Là, on va vous demander, pendant une demi-heure entre vous, de vous dire, bon, bah, allez, on oublie notre quotidien, et on se pose la question, en 2020, par rapport au sujet qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce qu'on souhaiterait pour la Seine-Maritime ? Si on avait un peu de pouvoir d'influence sur les choses, et on en a tous individuellement, on évoquait des exemples sur l'habitat et l'énergie, qu'est-ce qu'on souhaiterait pour la Seine-Maritime, voire pour certains, qu'est-ce qu'on redouterait pour la Seine-Maritime. D'accord ? Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de discuter entre vous. Donc, si vous êtes peu nombreux à des tables, vous pouvez compléter les tables. C'est de réfléchir, alors, soit sur ce thème qui est sur votre table, soit si ce thème ne vous branche pas, comme on dit maintenant, bah, vous en prenez un autre qui vous paraît plus important, qui peut être l'attractivité, qui peut être la vie sociale, qui peut être l'énergie, qui peut être les relations entre générations. Et puis vous allez essayer de nous expliquer, après, sous une forme qui nous permettra d'être partagée, comment vous voyez la Seine-Maritime en 2020 sur ce sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, pour vous faciliter la tâche, on a imaginé que vous puissiez être ceux qui fabriquent la une du quotidien de 2020, du quotidien que vous lisez tous les jours ou que vous voyez sur les kiosques. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette une du journal? Quelles sont les informations qui vous feraient plaisir ou que vous redoutez de voir? D'accord? Donc vous avez une demi-heure pour réfléchir aux thèmes, 1, 2 ou 3 thèmes que vous voulez évoquer, et puis vous avez une sur laquelle vous pourrez mettre vos idées avec un titre, éventuellement on vous donnera des photos si vous voulez. Voilà un exemple, mais ça, un exemple ça pourrait être on veut une ligne grande vitesse qui dessert Fécamp. Bon, ici je ne suis pas sûr que ça vous intéresse d'avoir une ligne grande vitesse pour Fécamp, mais voilà le type de... ça peut être 4200 emplois créés grâce à la fabrication d'éoliennes à Fécamp. Bon, voilà, type de une. Mais vous, qui connaissez votre territoire, qui connaissez votre département, qui avez vos pratiques du territoire, qu'est-ce que vous souhaitez pour le département, pour votre territoire, sur les thèmes qui sont sur vos tables ou sur des thèmes un peu annexes. Donc on va vous distribuer des unes du territoire. Le petit conseil que je vous donne, profitez-en. Si vous ne connaissez pas vraiment vos tables pour vous présenter, qu'est-ce que vous faites dans le territoire. Et puis, qu'il y en ait un parmi vous, éventuellement, qui prenne des notes, parce qu'il y a souvent, on l'a vérifié dans toutes les réunions, beaucoup d'idées qui émergent. Puis au moment de fabriquer le journal, on se dit « Ah, mais on avait une idée formidable, et puis on l'a oublié. » Donc ce qui est bien, c'est que les uns et les autres prennent des notes. Enfin, qu'il y en ait un qui prenne des notes et qui permette de rappeler aux autres « Tiens, on avait évoqué... » Alors, ça, c'est le journal. Je vais vous l'emprunter. Ça, c'est le journal. Donc, vous avez, par exemple, une idée générale que vous voulez mettre en avant. Vous trouvez un titre, une photo, après avoir discuté. Puis, vous pouvez avoir une deuxième idée, une troisième idée. D'accord ? Et on vous a donné des vieux journaux que vous avez le droit de découper. Vous avez le droit, éventuellement, si vous ne trouvez pas les photos qui vous vont, d'aller piquer sur la table d'à côté une photo qui vous intéresserait pour exprimer ce que vous voulez faire. La table d'à côté ne le souhaite pas. Mais je ne sais pas, on parlait de solidarité, on parlait de vivre ensemble. Donc vous avez le droit d'aller piquer des photos aux tables d'à côté. Donc vous réfléchissez, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre département, pour votre territoire en 2020 ? C'est bon ? Allez, c'est parti. Voilà, on commence en haut. On va regarder le titre du haut, les Chinois amoureux de la Normandie. Qui est-ce qui nous commente? C'est vous, madame. Et il y a un petit... Pourquoi ce choix? Pour en fait développer le tourisme au niveau de la Normandie, on s'est dit que peut-être qu'un jour les Chinois arriveront chez nous, qui seront amoureux de notre Normandie. Et à droite, donc, il y a un petit texte en chinois. J'ajouterais aussi que la Normandie, pour attirer les Chinois, il faut qu'elle ait sa capacité d'accueil. Et on n'a pas encore suffisamment, à mon goût, de gîtes ruraux, d'hôtellerie, d'auberges, etc. D'accord, donc
Oui, on veut les faire venir, mais pour qu'ils soient bien accueillis, il faut une capacité d'accueil plus développée. Personne ne veut traduire le petit texte chinois tout à droite. Vous refusez de le traduire, c'est vous qui l'avez écrit, vous savez ce qu'il y a dedans, et justement, c'est impossible à commenter. Alors, en dessous, vous avez les collectivités locales double les subventions des associations. Qu'est-ce qui commente? Ça, c'est vous. Et donc, il y a un sous-titre. Oui, les collectivités locales double les subventions des associations qui ont un projet citoyen. Oui, alors. Développement du civisme. C'est-à-dire? Donc, à l'heure actuelle, vous savez bien que les associations ont beaucoup de problèmes au niveau financier. Et il y a aussi un problème global d'incivilité, de non-respect des règles. Et donc, il nous semblerait quelque chose de sensationnel si en 2020, les associations pouvaient atteindre leurs objectifs avec, entre autres, bien, le nerf de la guerre, c'est l'argent. D'accord, mais elles auraient vocation à être actives dans le développement du civisme. Entre autres. Mais on leur demanderait ça aussi comme rôle. Oui. D'accord. Oui. Ensuite... Alors ensuite, on a en haut la création de centres de regroupement de professionnels de santé. C'est-à-dire? Oui, étant donné qu'on n'a plus du tout de... Enfin, nos médecins, il y en a de moins en moins. On disait regrouper les professionnels de santé, médecins, infirmières, kinés, faire des centres de regroupement pour qu'ils viennent plus facilement s'installer en Seine-Maritime. Et puis... Une sorte de maison. L'union fasse la force, en fait. L'union fait la force. On crée des pôles où ils auraient envie de venir parce qu'il y a d'autres collègues professionnels de santé qui sont là. Autre, alors, oula, ça c'est vous, monsieur. Oui, alors je trouve que les ports du Havre et de Rouen, qui sont des ports autonomes, font un peu trop de compétitivité entre eux et la réunion de leurs forces pourrait peut-être aller jusqu'à Damy-le-Puron à Rotterdam. Donc c'est la réunion des ports du Havre et de Rouen qui vous paraît être essentielle. On a enfin réussi à les réunir. Une force d'attraction pour localiser du travail ici. Ok. Et dernière information, zoom sur le territoire. Alors là, on a un chien qui s'adresse à nous et qui nous dit quoi? Alors ça, c'est un clin d'œil à la civilité. C'est que Lillebonne a remporté le pavillon blanc du trottoir propre. Ok, très bien. Parfait. Ben, on peut féliciter vos collègues. Alors on va réouvrir le micro de madame. Si Lillebonne remporte le prix du trottoir propre, ça veut dire que tout ce qui a sous-tendu... on vous entend mal. Tout ce qui... Ça voudrait dire qu'il y a eu X et X actions qui ont abouti à cela. Très bien. Ok. Ah oui, c'est un long travail pour rendre propres les trottoirs de Lillebonne. En tout cas, j'ai l'impression, d'après vous. Et de Rouen, c'est pareil. D'accord. Tous les trottoirs c'est nos marins. Au moins, les trottoirs, c'est nos marins. Ok. Ben, vous avez raison de préciser, madame, c'est pas simplement les trottoirs de Lillebonne. Alors, merci. On fera des commentaires après 2-3, à moins que vous ayez une réaction sur une des unes. Oui, c'est juste... on va ouvrir votre micro. Sur un sujet, puisqu'on a demandé d'être imaginatif, là je vois que vous l'avez particulièrement été. Je pense aux associations, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que je crois que ça va revenir dans d'autres unes. Juste un petit mot sur les Chinois. Les Chinois viennent déjà en Normandie, viennent déjà nombreux, et ils sont en attente justement d'une hôtellerie importante. Et c'était l'objet d'une réunion qui a eu lieu la semaine dernière à la CREA, où des Chinois de Tianjin sont venus. Et leur volonté n'était pas du tout d'avoir des petits cottages, des chambres d'hôtes et tout ça. C'est que ce qu'ils veulent comme hôtellerie, c'est un grand hôtel avec un casino dedans. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous imaginez, et c'est la demande aujourd'hui des touristes chinois. Mais ils ont le droit d'évoluer et d'aller jusqu'à la côte. D'accord. Ok. Alors, on va passer la table suivante qui était arrivée, c'est la 11 ? Ah oui, c'est la 11. Alors, qui commente pour la 11 ? C'est vous. On va vous donner un micro. Alors là, c'est direct. Oui, c'est le triomphe. Oui, le triomphe du lin, on
en discutant en ce qui concerne l'agriculture, on s'est rendu compte qu'on produisait de la matière première, du lin, mais pas seulement que du lin, de la pomme de terre, de la betterave à sucre, et on ne transformait rien. Et donc, pour nous, si on pouvait, plutôt que d'envoyer ailleurs, via les ports, nos produits, si on les transformait sur place, eh bien, on serait amené obligatoirement à ouvrir une usine de transformation du lin, par exemple, mais aussi une usine de transformation, une ou plusieurs, une usine de transformation de la pomme de terre, et de la même façon. Donc là, ce sur quoi vous insistez, c'est qu'on va transformer sur place un certain nombre de productions avec de la valeur ajoutée. Oui, c'est justement ça. En fait, personne n'ignore que le produit brut, ça vaut pas grand-chose. Ce qui vaut quelque chose, c'est le produit transformé. Et donc, là, vous insistez là-dessus. Ah oui, c'est ça. Et donc en 2020, on a réussi. On a réussi à ouvrir une usine, peut-être deux, pour faire 1000 emplois nouveaux. On a peut-être été un peu loin, mais peut-être. Oui, soyons fous, c'est ça. Alors, autre projet, qui les commente? On reviendra à la fin sur la petite radio. Un nouveau projet, la Seine-Maritime, ça turbine, c'est-à-dire? Oui, parce que on cherche des moyens d'utiliser de l'énergie naturelle. Et il y a une énergie naturelle le long de nos côtes, ce sont les marées. Et donc, est-ce qu'on n'essaye pas de faire plancher des scientifiques sur comment utiliser les marées pour l'énergie? C'est une énergie, la marée. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'installer des turbines au long de nos côtes, à certains endroits peu fréquentés par le tourisme, pour créer de l'énergie? Donc, mise en mise en service, je suis en train de relire difficilement, de 10 premières turbines marémotrices. Marémotrices, oui, au Cap Dentifert. Oui, on a une image. Ah, voilà. Si, ça va marcher. Ça va marcher, oui. Ah oui, ça y est. Mais il coupe au bout d'une minute 30. Voilà. Alors, en dessous, voilà. Y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que vous avez 600 000 cénomarins qui ont signé quoi? Ah oui, qui ont signé le code de déontologie du consommateur, enfin du bien consommé, si on appelait ça, parce que on se dit, bon, en matière d'énergie, on cherche à créer de nouvelles sources d'énergie, mais parce qu'on en a de plus en plus besoin. Mais ce qu'on pourrait peut-être essayer de trouver, c'est un moyen de dépenser moins d'énergie. Et la façon de dépenser moins d'énergie qu'on a imaginé, c'est par exemple, de créer un code de déontologie du consommateur, et que, ça y est, on a déjà 600 000 signatures en 2020 pour ce code de déontologie du consommateur. Ils l'ont signé, ils le pratiquent. Naturellement, oui, s'ils l'ont signé. C'est ça, oui. C'est pas que déclaratif. Oui. D'accord. Donc, on a une déontologie du consommateur. Je fais attention à la manière dont je consomme. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Et en haut à droite, vous avez mis première réunion. En 2011, parce que c'est un zoom sur 2011. Là, on a le de 2020, et donc là, on fait un zoom sur 2011. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu en 2011? La première réunion des cénomarins qui prennent en main leur avenir. C'est ici. C'est ici, oui. Donc ce soir, on avec quelques cénomarins. Oui. Peut-être pas les cénomarins, mais c'est bien d'avoir été au début. Hein, quand on lira ça dans 10 ans. On n'oublie pas qu'on nous a dit tout à l'heure qu'on était la 8e ou 10e réunion, je sais pas. Donc, oui, c'est vrai. Exactement. Merci beaucoup à vous. Alors, on continue notre tour. Il y a de la déontologie. Tout à l'heure, il y avait du civisme. Et donc, la table 15, elle est là. Alors, qui parle pour la table 15? Qui se lance? Faut pas un trop bavard. Faut... Ah, c'est pas vous alors. Ah non, c'est ça. Mais vous avez bien discuté autour de la table, j'ai l'impression. Chacun s'est bien exprimé. Alors, qui commente? Allez, madame. Alors, on va vous donner un micro. Alors, en haut, donc c'est... Accueillante familiale agréée pour personnes âgées. Donc, je suis agréée par le Conseil général. Une alternative possible. Voilà. C'est-à-dire, il y a des accueillantes familiales agréées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une accueillante familiale agréée? Donc,
ça commence par un agrément, 2 agréments, 3 agréments. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 agréments du premier coup, du fait que, tout à l'heure, je vous disais... On accueille qui, alors? Des personnes âgées. D'accord. Et là, on vous autorise à accueillir une personne, 2 personnes, 3 personnes. 3 personnes. Suivant notre vouloir, déjà, et suivant la maison, enfin, pour pouvoir recevoir. D'accord. Donc ça, vous dites, c'est quelque chose qui va se développer? Ben, j'espère. Vous parce espérez? qu'on est très mal connu et mal reconnu. D'accord. Il y a un peu avant, il y avait les familles qui accueillaient des enfants, là, vous dites, c'est des familles qui accueillent les personnes âgées. Moi, avant, donc, j'étais assistante de vie auprès des personnes âgées à domicile. Oui. Et mon but, c'était ça, c'était ce que je voulais faire. Qu'elles viennent vivre avec vous. Avec nous. Parce que j'ai trop connu dans ma famille, déjà rien que mes grands-mères, parce que bon, malheureusement, j'ai pas connu mes grands-pères. Et trop de personnes âgées dans le village aussi, qu'il y avait trop de problèmes avec les familles qui, maintenant, on ne peut plus accueillir comme avant, les personnes âgées vivaient avec leurs enfants. Là, c'est plus possible. Donc, quand ils ne peuvent plus rester chez elles, et ben, la seule solution, c'est la maison de retraite. Et les personnes âgées en maison de retraite, si c'est pas leur vouloir, ils s'y plaisent pas, et c'est sûr que la fin de vie arrive très vite. Donc chez moi, je ne savais pas du tout ce soir comment se déroulerait la séance. J'avais apporté un CD du fait qu'il y a 2 ans, j'ai été, FR3 Médecins est venu à la maison faire un reportage sur comment se déroule une famille d'accueil, quoi. Donc les personnes âgées avaient parlé aussi, donc tout était mis en place. On a eu plusieurs pistes de travail là, sur les 6 réunions précédentes. On parlait justement d'accueil, de mélange des générations. Et c'est moins cher qu'une maison de retraite. J'ai rien contre les maisons de retraite, je ne veux pas dire ça. C'est une alternative. S'ils peuvent rester chez eux, c'est encore mieux, mais malheureusement... Je pense que vous avez fait passer votre idée, et je vous propose qu'on passe à une autre piste. Il y avait enfin, en 2020, la fin du loyer cher. Donc ça, c'est quelque chose qui tenait particulièrement à cœur à un certain nombre d'entre vous. Madame, un petit commentaire. Prenez le micro, parce que... Si. Alors la fin du loyer cher, c'est-à-dire qu'on pensait que tout le monde... C'était les gens qui étaient en plus grande difficulté, qui étaient les plus mal logés, parce que n'allaient pas souvent dans les logements sociaux, n'avaient pas accès aux logements sociaux. Donc, suite à ça, il faudrait quand même que tout le monde puisse accéder à un logement, parce que c'est le départ de tout, dans la mesure où on parlait de l'insertion, de beaucoup de choses. Donc, être bien logé, enfin être logé déjà, c'est un point de départ. D'accord. 2020, ça veut dire que tout le monde, quelles que soient ses ressources, a la possibilité d'accéder à un logement. Voilà. Et que ça, c'est un objectif très important pour vous. Avec aussi des constructions, même s'il y a construction, on n'a pas dit de grand standing, mais qui sera quand même construit avec le développement durable, pour l'économie de chauffage, tout ça, quoi. Je vois que vous n'avez pas eu tellement le choix dans les photos, parce que ce monsieur qui est sur le toit de ce bel immeuble n'a pas l'air d'être dans trop le besoin, mais bon. Mais bon, voilà, vous aviez que ça comme illustration. Alors, autre idée, c'est après Fécamp. Alors ça, c'est après Fécamp, Le Havre, la piste cyclable, l'île Bonne-Rouen. Oui, enfin ça c'est une idée comme ça, mais... oui, mais comme ça, c'est comme ça qu'elles naissent les idées. C'est des idées comme ça. Et on est vraiment en retard par rapport à l'Allemagne, par exemple. Et on nous incite à se déplacer en vélo pour aller travailler ou pour faire des tas de choses, mais il faut vraiment avoir envie de se suicider aux heures de pointe. C'est un suicide aux heures de pointe. Ok. Donc une idée, c'est pistes cyclables ouvertes et sécurisées. Vous insistez là-dessus. Voilà. Alors dernier point, c'est voilà, c'est vous ça. Ça c'est moi ça. Ça c'est vous. Alors on va vous donner le micro. Donc là, tout d'un coup, on voit ce qui paraîtrait une évidence. Enfin, tous les textes de loi sont appliqués. Pourquoi les voter si on ne les applique pas, hein? En fait, c'est pas le cas. Votre commentaire. C'est pas le cas, c'est-à-dire que je pensais que c'était dû spécialement au champ du handicap, et donc en discutant aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça s'étendait à beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de textes qui sont sortis, qui ne sont pas applicables,
même en Seine-Maritime, je veux dire des textes de la loi Ferré 2005 par exemple, il n'y a pas un tiers de cette loi-là qui est appliquée en Seine-Maritime. D'accord. Voilà. Et donc vous insistez sur le fait que les lois qu'on a votées il faut être appliquées, qu'elles soient applicables et qu'on les applique. Et on ne devrait pas pouvoir faire du chantage sur la durée d'un procès qui s'avérerait être inutile aux enfants puisqu'ils seraient majeurs à la fin de celui-ci pour que ça soit appliqué. Quoi. Je veux dire, c'est... Voilà. Ok, bah, c'est clair. Merci à vous. Non? Oui, vous les applaudissez jamais. Alors, on va continuer. Commentaire peut-être. Là, il y a plusieurs choses d'évoquer ici. Alors, 4 idées me viennent tout de suite ici, et c'est parti aussi en 2020, la fin du loyer cher. C'est quand vous avez demandé d'imaginer, quand vous avez demandé de rêver, je crois que vous avez complètement rempli le cahier des charges. Aussi, est-ce qu'il s'agit d'un rêve d'imaginer que les lois seront enfin appliquées? J'aurais plutôt tendance à dire peut-être moins de lois, mais des lois applicables. Voilà. Parce que parfois on a aussi une inflation législative qui arrive, et donc ça fait partie aussi de ces éléments de rêve, comme on avait pu les voir tout à l'heure. Donc il y avait cette dimension-là, et puis après il y a 3 d'autres dimensions qui sont véritablement, je prends des choses qui peuvent être des leçons aussi à tirer de ce qui se passe en ce moment. C'est l'inscription dans le local. Véritablement, vous vous inspirez de ce qui se passe autour de vous, et avec une volonté de ressortir tout ce qui est ressources et enjeux locaux. Voilà, les ressources touristiques, les ressources agricoles, les ressources aussi environnementales quand on travaille sur le marais motrice. Et c'est vrai que c'est pas la première réunion où on nous propose du marais motrice, et je crois qu'il va falloir qu'on arrive à développer ce genre d'idées, puisque là actuellement on est plutôt sur de l'éolien ou alors sur des énergies un peu moins propres. Et donc il y a vraiment cette dimension-là. La 3e idée, c'est celle de la citoyenneté, et c'est étonnant de voir comment elle revient ici à chaque fois, sous toutes ses formes, la citoyenneté à la fois dans les associations qu'on doit aider en vertu de leur action citoyenne, la notion de civisme qui va avec, le travail aussi que l'on peut faire avec les jeunes sur le civisme, et c'est revenu aussi. De certaine façon, l'application des lois, c'est aussi un travail sur le civisme, c'est-à-dire que le civisme est, je le sens ici, vécu comme aussi un rapport à l'institution, et non pas uniquement un geste individuel, mais un geste collectif. Et ça, c'est tout à fait intéressant, et je crois que c'est un des chantiers sur lequel nous devons travailler aussi, collectivités locales. Et alors, bien évidemment, le doublement des subventions aux associations, c'est un petit peu compliqué dans la circonstance actuelle. En même temps, l'assujettissement de la subvention au fait qu'on travaille sur le champ du civisme, c'est là aussi une bonne idée. Et puis, enfin, la 4e idée, c'est, je prends l'expérience de la dame qui m'a vraiment convaincu, je dois dire, et que c'est aussi une des démarches aussi de ce genre de pratiques, c'est l'échange des pratiques qui existent aujourd'hui et dont on peut imaginer qu'en 2020, elles se seront généralisées. Voilà. Et ça, c'est aussi, on l'a eu au Havre avec une expérience sur les cuisines du monde, on a eu ça aussi dans d'autres réunions, où en fait, l'expérience que vous avez, et la collectivité locale, les collectivités locales et l'institution départementale aussi en particulier, doit être assez attentive à ces expériences qui peuvent être généralisées, et de voir comment l'institution peut aider à la généralisation de ces expériences. Donc là, je crois qu'on a 4 champs d'intervention sur le rêve, sur les enjeux du territoire, sur la citoyenneté, et puis sur le partage d'expériences qui sont véritablement des champs d'action pour nous. Donc merci beaucoup à votre apport, les uns et les autres. Mais je crois que ce n'est pas fini. C'est pas fini, et il nous reste 3, 1... Et je signale, parce que j'ai vu arriver Nicolas Bossard. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous accueillir. Bonjour. Donc on continue, là on est table 12. La table 12, ah bah, ils se reconnaissent quand même. Alors, qui va prendre le micro pour commenter? Donc vous? Allez, c'est vous. Exposez, vous dites. On commence par où? Par la une? On commence par là, ils ont mis ça en... Oui, donc la une, en fait, on a mis le réseau de transport multimodal achevé sur le territoire Caux-Vallée de Seine. Et donc on a mis, on les voit pas trop, parce que les photos c'est difficile à trouver des fois, mais on a mis à la fois un tram ou un métrobus, ou je sais pas sur quelle forme, des vélos, et puis aussi des randonnées, des choses comme ça. Le but, c'est bien de dire que sur tout le territoire, on doit pouvoir avoir des transports qui permettent d'aller de chez soi à son lieu de travail, de pouvoir aller aussi, que les enfants puissent aller d'une commune à une autre éventuellement pour pratiquer leur activité préférée, qu'elle soit sportive, culturelle, de loisirs, sans que les parents soient obligés d'attendre pendant 2 heures que l'activité se termine, et donc qui est un vrai maillage en fait avec des transports adaptés en fonction des endroits sur le territoire. Vous mettez que les pieds peuvent être un moyen de transport adapté. Tout à fait. En même temps, quand on parle de cadre de vie, ça veut dire pouvoir aussi faire de la randonnée, des choses comme ça, et même que ça soit là. Parfait. Alors, à droite, on a une journée porte ouverte.
autour du bénévolat sur le territoire. Oui, on a eu l'occasion de voir en fait que c'est difficile d'avoir des bénévoles dans les associations, mais depuis l'incitation des jeunes à rentrer en fait dans le bénévolat, et puis tout ce qui tourne autour de la responsabilité des bénévoles. Et donc, on pense qu'il y aura une journée porte ouverte de toutes les associations sur le bénévolat pour permettre aux gens qui ne sont pas encore dans le bénévolat de voir tout l'intérêt qu'il y a à s'investir. Ce que c'est, et puis de s'investir dedans. D'accord. Merci. Il y a une autre idée en dessous. Installation. En fait, on n'était pas sur les turbines marémotrices, mais on pensait qu'on aura certainement des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles, mais aussi sûrement sur le territoire, peut-être sur tous les entrepôts logistiques qu'il peut y avoir. On pense qu'il y a des kilomètres carrés de toiture qui sont... Moi qui ne suis pas du département, c'est parce que vous imaginez une évolution climatique? Non, mais parce que le photovoltaïque, il n'y a qu'à voir le temps aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas de problème de soleil chez nous. Exactement. Ok, donc vous dites que ça sera développé fortement sur les bâtiments agricoles, voire sur les entrepôts logistiques, ça sera développé fortement. Et en haut, il y a le transport à 2 €, c'est bien. Oui, c'était sur le 2011. Oui, allez-y. Comme on évoquait le transport, et puis on a parlé de transport à 2 € dans le département, qui effectivement est quelque chose qui est intéressant, qui est envié par des gens de notre région aussi. Donc voilà, c'est tout. Merci. Peut-être un soutien au moins amical? Comment? Juste un mot, parce que j'avais assisté un petit peu à ce qu'il se disait, sur la question des associations. Il me semblait qu'il y avait une idée qui était intéressante que vous souligniez tout à l'heure, c'est comment accueillir les plus jeunes pour qu'ils soient des bénévoles plus tard. Donc il y a eu tout ce débat qui me paraissait extrêmement intéressant sur l'accompagnement et la venue des plus jeunes dans les associations. Oui, tout à fait. Okay, voilà. Merci. On continue, donc on va maintenant sur la table 7. Elle est où la table 7? Qu'est-ce qui a fait ça? Ah, c'est vous. Ah, je me souviens. Ah, d'accord. Alors, on commence tout de suite à droite, en haut à droite. Le département offre la liposuction. D'accord. Qui aux habitants C'est pas vous? Personne ne sait. Alors, si c'est une signature collective, alors c'est un médecin qui était à la table qui nous a dit qu'il y avait un vrai problème en Seine-Maritime et qu'à partir de 2011, le département s'engageait à offrir aux dames qui le souhaitaient et qui en ressentaient le besoin la liposuction. Voilà. Et aux hommes. Et voilà. Et aux hommes. Les hommes aussi. On veut s'ouvre aussi. Donc, ok. Donc, non mais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si ça peut attirer du monde, on sait pas. Ok, alors, les territoires sont armés pour défendre l'emploi? Eh bien oui. Armés, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on avait trouvé un titre dans une nouvelle qui était « Les territoires ne sont pas armés ». Et donc nous, la Seine-Maritime, on a renversé, et justement par tous les dispositifs que va mettre en place le département, les territoires locaux vont être armés pour défendre et promouvoir l'emploi. Et alors, la jeunesse, donc ça c'est une formation solide et ouverte à tous, de la maternelle à l'université. Tout a commencé par un test d'accueil périscolaire. Exactement. Alors pourquoi tout a commencé par ça? Allez-y, madame. Je n'avais pas prévu de prendre la parole. Mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est un petit peu c'est pas un dada, mais j'y crois solidement. Ça m'a donné du ressort pour toute ma vie, pour travailler pour que l'école, pour que le savoir soit à disposition de tout le monde, et puis aussi pour mettre un peu d'appétence pour les enfants, pour qu'ils aient envie d'apprendre. Peut-être que l'école, ce qu'ils veulent leur donner, ils pensent que c'est pas ça. Mais bon, donc, il fallait mettre une image. Bon, voilà, on est tombé sur le test d'accueil périscolaire. C'est vrai qu'à Lisbonne, les enfants sont accueillis le matin, et puis ils ont l'accueil du soir. Enfin, les choses sont mises à leur disposition. Le problème, c'est leur donner du goût. Leur donner du goût. Donner du goût à l'apprentissage et à la découverte. Merci, madame. Alors ensuite, on a un zoom sur le territoire. Qui veut nous commenter l'Ironman? Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'Ironman, c'est un triathlon, en fait, longue distance, 4 km de natation, 180 km de vélo et un marathon à la suite.
Et donc on a imaginé justement un grand événement sportif qui pourrait relier les personnes, puisqu'on a vu que la Seine-Maritime et il y a la Seine en fait, entre la Maritime et la Seine, et donc partir de Lillebonne et faire les 4 km de natation dans la Seine. D'accord. Et d'ici 2020, en fait, on sera pollué, donc tout ira bien. Après, on prendra 180 km de vélo et on terminera en fait par le marathon, ce qui fait que ça permet de connaître les territoires et ça donne un élan sportif au territoire, en sachant que les Ironman en fait ont des renommées internationales et ils font venir des grands sportifs. Parfait, très bien, ça donne envie de s'entraîner. Sinon, à défaut, on peut proposer la liposuction. Voilà. Ah d'accord, c'est le choix. C'est soit on fait les 180 km, les 4 km. À ce moment-là, on n'a plus besoin de la première proposition. Ok, très bien. Alors, le nouveau projet, c'est quoi? Une université? Troisième université, Seine-Maritime. Voilà, dépose le premier brevet de... Téléportation. Ah oui, direct. Ça, c'est radical chez vous. Sur la même façon que la jeunesse, en fait, l'idée c'était de trouver, la téléportation bien sûr, c'était déjà de travailler sur la mobilité des personnes et notamment des cénomarins, donc leur difficulté à se déplacer même au sein du département, sans parler d'aller ailleurs. Et l'idée aussi d'avoir une université extrêmement en avance en fait pour pouvoir attirer des personnes qui viendraient d'autres régions pour pouvoir l'attractivité. On est très attractif et on est très inventif aussi. Voilà, ok, d'accord, donc ça règle le problème de mobilité que vous voyez vos collègues sur la table d'avant, puisqu'on se téléporte, on n'a plus tellement besoin de tous les réseaux qu'on évoquait. Merci à votre table. On vous applaudit. Il reste quoi? Une C'est la dernière? De last one. Alors, c'est vous qui parle. Alors. Merci. C'est un peu lié d'ailleurs, tiens. Hein, il y a un lien avec. Ils ont copié? Alors allez-y. Seine-Maritime, un pôle de formation attractif pour les jeunes d'ici et d'ailleurs. Voilà. Donc vous insistez là-dessus. Je voudrais aller vers un lycée technique qui pourrait attirer beaucoup plus de jeunes, mais surtout d'ailleurs. Tout à l'heure, plutôt national, voire international. D'accord, donc c'est un lycée ou un centre de formation avec des filières qui vont attirer des gens qui vont avoir envie de venir ici, parce qu'il y aura ça ici et pas ailleurs. Et ils viendront chez vous. Voilà, d'accord. Après, vous avez d'autres choses qui est redécouvrir les trésors cénomarins. Voilà, développer un petit peu plus le tourisme et faire découvrir tous nos trésors. À la fois la côte et une abbaye à droite qui a été découpée dans un journal. Tout ce qu'il y a au milieu. Et tout ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire et tout ce qu'il y a entre la côte. Oui, tout ce qu'il y a entre Le Havre et Rouen, Dieppe, Fécamp éventuellement. Et au centre, il y a des choses à voir. Vrai. Il y a plein de choses à voir et personne ne connaît, paraît-il. C'est quand même bizarre, hein? Mais oui. Alors. Et donc là, vous dites, ce qu'il faut, c'est que il faut prendre des petites routes, il faut aller voir. D'accord, c'est découvrir les trésors cénomarins, ceux qu'on connaît, mais aussi tous les autres qu'on n'imagine pas encore. Voilà, il y a le tourisme chez nous. D'accord. Hein, ça rejoint les Chinois, là. Mais les Chinois, pas simplement au casino, dans l'hôtel casino. On leur fait goûter tous les trésors qui existent. Voilà. Les sorts du casino. Voilà. Et alors après, qu'est-ce qui évite se rapproche par les transports? Donc là, vous avez fait une carte qui est un maillage de transport. Quoi. Oui, voilà. Ça rejoint un peu ce que vous évoquiez. Hein. Oui. Donc on suppose que la ligne Le Havre-Paris est terminée. Bien sûr. On sait sur le chemin, tout. Et on a différentes gares qui permettent Lillebonne, Notre-Dame de Grandmanchon et d'autres villes de se relier.
pour que ces jeunes puissent venir dans notre centre de formation. Bien sûr, parce que Voilà. s'il n'y a pas ce réseau, ils n'auront pas envie de venir et de bouger, et en plus avec ce réseau, ils peuvent découvrir les trésors qu'il y a au milieu et qu'on oublie souvent, ou qu'on n'a pas mis assez en valeur. Et en haut, mise en lumière. Oui, il y a de la mise en lumière. C'est vous qui vous mettez en lumière les choses. Mettez-nous en lumière. Il y a un dernier petit... Donc voilà, c'est de la mise en lumière. Oui, bah c'est parce qu'on cherchait des images pour découvrir la trésor Sénomara et on est tombé là-dessus, donc on a dit on met en lumière nos monuments historiques. En lumière avec sûrement des productions d'électricité qui sont de bonne qualité. Photovoltaïque, d'accord. Ok, bah merci à cette dernière table, merci à vous déjà, et puis quelques commentaires. Oui, un mot pour, deux petits mots pour revenir sur ces trois unes. Effectivement, il y a deux sujets qui sont revenus étonnamment beaucoup plus que dans les autres. C'est bien évidemment la question des transports, même si elle était déjà très présente, et aussi la question de la jeunesse qui est vraiment revenue, et heureusement qu'on ait aussi cet éclairage supplémentaire sur la jeunesse et le bénévolat. Alors sur les transports, effectivement, on voit bien que vous vous inscrivez dans une démarche de développement durable, c'est-à-dire que pas uniquement dans la dimension environnementale du transport, parce qu'on a des transports propres, on va dire, qu'il s'agisse effectivement de toutes les formes vélo, piétons, cyclistes, vélo et puis transport du multimodal. Je ne parle pas de la téléportation, ça c'est un autre mode de déplacement, mais que bien évidemment vous avez à chaque fois relié cette dimension de transport, donc dans la dimension environnementale, à une dimension sociale et une dimension économique. C'est-à-dire que le transport est là pour créer du lien. Voilà, on rapproche les villes, on rapproche les gens, etc. Et donc ça c'est vraiment une chose importante, et c'est dans le même état d'esprit qu'on a, c'était dans une autre une, les transports à 2 €, mais c'est bien ça, c'est pas uniquement du déplacement économique, mais c'est aussi créer du lien. Et là il y a un enjeu véritablement à venir autour de ça, puisque effectivement la crise énergétique va faire qu'on va devoir développer le transport collectif et donc d'imaginer de nouvelles formes de transport collectif. Donc là je crois qu'il y a un vrai terrain d'expérience à mener. Et puis l'autre dimension sur la jeunesse, c'est que là on avait vraiment un panel très très large. Et on pense souvent que la jeunesse est quelque chose d'inscrit dans le local, or que, à mon avis, c'est vraiment un enjeu d'attractivité d'un territoire. C'est-à-dire que la qualité de la formation que l'on va dispenser, c'est un élément essentiel. On dit souvent que pour attirer les cadres dans une ville ou dans un territoire, il faut qu'on ait un niveau de formation où le cadre vient dans la ville et être sûr de trouver pour les enfants qui vont venir avec lui un niveau de formation suffisant. Et je crois que c'est vraiment un enjeu pour le développement du territoire, pour son attractivité. Bien évidemment, ça comprend l'université, ça comprend l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'expérience et les faits nous montrent que nous avons des écoles qui, au Havre et à Rouen, attirent énormément de jeunes qui viennent de l'extérieur. Le seul problème, c'est que ces jeunes ne restent pas ensuite, au bout de leurs 3, 5, 8 années d'études, ne restent pas dans nos territoires, mais repartent après ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les garder. Et donc, un des premiers enjeux, c'est de faire que ce territoire est attractif pour eux et qu'ils gardent un bon souvenir du territoire où ils ont fait leurs études. Et c'est un élément aussi de retour. Et faire ensuite qu'on développe ici les industries, les innovations qui vont permettre à ces jeunes diplômés de rester ici dans nos territoires. Donc, c'est tout un cercle vertueux qui doit se mettre en place autour de la jeunesse et qui va bien effectivement, comme vous l'avez évoqué, de l'école primaire à l'université. Donc ça, je crois que c'est un enjeu important, et c'est d'autant plus important que je crois que c'est un élément que nous n'avons pas mis dans la plaquette qui vous avait été donnée, et je crois que c'est un bon territoire. Donc merci à tous pour ces éléments-là. Je crois que nous allons venir repartir chargé d'idées, et donc pour toutes vos unes. Deux petites informations pour terminer, enfin deux informations qui sont liées. Nous allons organiser fin septembre, début octobre, une restitution publique de tout ce travail qui a été mené avec vous, avec l'étude des questionnaires. Voilà, et donc pour cela, si vous voulez être informé de la suite des événements, vous avez sur vos tables une petite fiche, voilà. Il vous suffit de la remplir de manière à ce que vous puissiez être dans notre base de données, de manière à ce qu'on puisse vous inviter à cette restitution. C'est un moment important, restitution qui va aller au-delà de la restitution de ces unes, mais bien aussi de la restitution des 7000 questionnaires, peut-être qu'on en aura 8000 à ce moment-là, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et puis, pour terminer, je crois que nous pouvons nous retrouver autour d'un... Alors, il y avait juste une petite information qu'un de mes collègues a demandé de rappeler, c'est qu'en fait, vous avez travaillé selon une méthode inventée par les Québécois. Voilà. Mais comme ça fait déjà 7 réunions qu'on fait ici, ça devient une méthode cénomarine, et on appelle ça le travail en ruche. C'est-à-dire que vous avez entendu tout à l'heure, ça se mettait à bourdonner.
C'est-à-dire que quand on vous entendait travailler, ça bourdonnait. Donc merci pour votre première expérience de travail en ruche, c'est nos marins. Voilà, et puis voilà, Oui, il n'y a pas que du miel, il y a... pas que du miel, il y a aussi du cidre et divers produits locaux pour terminer de manière conviviale et vous remercier du travail que vous avez fourni. Merci beaucoup.